Allez, on est de retour pour l'épisode numéro 5. Déjà 5, un bon petit numéro 5 rond pour le bouclier canadien. C'est moi, Alexandre Gangrezic, ici avec Sofiane Benzaza et Nilton George. Ça va les gars, on a un grand épisode ici encore sur le bouclier canadien. Ça continue à chauffer ici, c'est incroyable. Toujours plaisir d'être là, on a hâte. Déjà 5, le temps passe vite, la manita. Puis en édition 100% canadien. Là. Wow, back to back. Là. On a Oui, vraiment hâte. Manita, ça passait proche, hein? Mais on oublie les Pays-Bas. Ça a juste été 4. Quatre. On est sur le hype français, là. Il faut rester sur le positif français. Ah ouais. C'est toute une fin de semaine. On y a cru, hein? Jusqu'à la fin, on y a cru. On s'est levé 2-3 fois pendant le match. On s'est dit, Oh, 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 1-0, 1-0 Canada, on y a cru. Ah ouais. Mais ça fait du bien, hein, d'avoir ces petits résultats-là. On était sur un mauvais vibe après la Coupe du Monde. C'était so-so. On avait aussi toute l'histoire de les revendications, autant féminin que masculin. Les Il restait finances de la ce nuage. Ouais, tu sais, ce fédération, petit tout. nuage-là a comme disparu Ouais. avec l'arrivée de March le bon résultat du week-end dernier. Ça donne le goût d'être déjà rendu au 20 juin. C'est ça, maintenant, Canada, ils ont fait match nul contre la France. Ça veut dire qu'ils sont les deuxièmes meilleurs au monde, right? C'est C'est ça, parfait, le let's titre go. est partagé. Argentine, ils sont prêts. Ça va être une comme, Be afraid. ouais, c'est ça. Soyez peur, le Canada arrive, Jesse Marshball, c'est là. Tout va bien. Mais ouais, bien sûr, on va faire un retour sur les deux premiers matchs sous Jesse Marsh, mais on a eu la chance d'avoir un autre superbe entretien, bien sûr, sur le bouclier canadien. On essaie de continuer chaque semaine avec des superbes conversations. Celui-là, il est en bon. Toujours un plaisir de parler avec une légende du foot québécois, surtout. Il a pris du temps à prendre son chemin, de se trouver comme un pro. Ça a dû se prendre sur l'autre côté du pays. Il a finalement eu sa chance. Maintenant, il est parmi un des meilleurs dans la MLS à son poste. Il est maintenant, euh, genre, pour le moment, il est un peu en position pole pour le numéro un pour la sélection canadienne. On va voir s'il puisse maintenir ceci, mais bien sûr, je suis sûr que vous, les auditeurs, vous avez deviné notre invité, c'est Maxime Crépeau. Alors, on va passer à ça. Juste une note avant qu'on commence ceci. Ceci était avant les deux matchs. Alors, juste les questions qu'on s'est posées, c'était un peu plus big picture. C'était avant le match. Alors, on n'a pas encore les pensées, c'était comment le tir droit de Kylian Mbappé, mais c'est sûr que peut-être on va faire un petit retour sur ça plus tard. Mais, pour commencer, voici Maxime Crépeau. Alright, ici sur le bouclier canadien, nous avons une autre entrevue très très spéciale. Nous sommes ici avec le gardien numéro un des Portland Timbers et de la sélection canadienne, Maxime Crépeau. Maxime, merci beaucoup d'être venu sur le bouclier canadien aujourd'hui. Ça fait plaisir, ça fait grandement plaisir. Je ne savais pas que ton français est aussi à point, Alex. Ah, ben c'est ça. Ici à Vancouver, on voit comme en anglais, mais je suis francophone, je peux parler français. Fait que je suis très heureux. On s'est parlé plusieurs fois en anglais. Ça va être bien de se côtoyer un peu en français aujourd'hui. Mais juste pour commencer, Maxime, bien sûr, récemment, tu as fait le changement pour aller aux Timbers de Portland, ton nouveau club. Est-ce que juste parle-nous un peu de l'expérience que tu as eue? Et puis, bien sûr, vous êtes bien entouré là-bas de Canadiens au club. Oui, effectivement, ça fait maintenant 5 mois, oui, que je suis à Portland avec évidemment mes coéquipiers canadiens aussi, mais ça fait du bien de connaître de nouveaux visages avec le système que Phil a mis en place à Portland. On a bien commencé. Ensuite de ça, on a eu une phase un peu plus difficile. Et puis, dans la dernière semaine, slash 10 jours, on a réussi à récolter des points pour justement là, fermer un peu le gap, la fenêtre qui commençait à se créer dans les derniers jours. Donc, avec ces résultats dans la dernière semaine, slash 10 jours, on est mi-tableau, donc tout est à jouer en fin de compte jusqu'à la fin de l'année. Ben justement, par rapport à ton apprentissage, tu es, un vétéran maintenant. Tu es très loin depuis tes journées du FC Montréal à Robillard, le Field of Dreams, avec le FC Montréal.
Par rapport à ton apprentissage, notamment à LAFC, bah, Vancouver, c'est là où tu as débloqué MLS, c'est chez moi, je ne bouge pas. Et ton séjour à LAFC avec les moments très hauts, les supporters, Super Shield, la Coupe MLS, et les moments bas, comme tu connais, notamment ta blessure en finale 2022, puis tu rates la Coupe du Monde. Comment tout ça, ça t'a aidé comme joueur et comme personne? Est-ce que c'est psychologique, c'est aussi physique, d'après toi? Ah, les deux, 100% les deux. Franchement, je vais commencer avec le côté psychologique. Je crois que Vancouver m'a appris comment gérer mon corps, comment gérer une saison complète, notamment établir mon nom dans la ligue, parce que c'est le premier club qui m'a donné l'occasion de pouvoir me prouver et qui croyait en moi. Donc, franchement, il faut toujours que tu aies ton premier club qui te dit voici ton opportunité. Et Vancouver, pour moi, ça a été cette place. Par la suite, le côté psychologique, une fois qu'on est allé à Los Angeles la première année, ben, on a réussi à faire le double. Et c'est là que oui, c'est là où il faut confirmer parce que je savais que je pouvais jouer. Maintenant, c'était une question de confirmer et dans une autre organisation. Et puis, le côté physique, évidemment, par rapport à cette blessure-là, arrive par la suite. Mais je pense que ça a été plus éprouvant mentalement que physiquement par rapport à cette blessure. Ça m'a pris 10 mois pour bien me sentir. Et pourquoi ça a été plus mental que physique? Parce que la route est très longue. Non seulement, oui, je manque la Coupe du Monde, mais la route est très, très longue. Et il y a des petites victoires qu'on a chaque semaine, chaque mois, mais ça prend beaucoup de temps avant qu'on se sente bien naturellement, qu'on y pense plus, qu'on le sent plus, cette jambe-là. Évidemment, le côté physique est là, mais en tant qu'athlète, tu apprends comment gérer des douleurs, tu apprends comment jouer avec des petites blessures, tu apprends comment négocier ce parcours-là. Mais le côté mental, il ne ment pas parce qu'il faut que tu sois dans un bon état d'esprit pour justement performer. Puis Maxime, bien sûr, avec la sélection, tu as eu, depuis 5-6 ans, tu étais vraiment là avec Milan Borjan en train de pousser pendant ce temps-là. Bien sûr, en mars, Borjan n'était pas dans la sélection. Mauro Biello t'a donné le poste numéro 1 pour le grand match de qualification pour la Copa América. Maintenant que Jesse Marsch est arrivé en tant que nouveau sélectionneur, est-ce qu'il t'a un peu parlé directement concernant ton rôle et comment est-ce que tu vois un peu ton jeu avec son style et un peu ce qu'il veut faire comme sélectionneur? Non, Jesse et moi, en 2012, ça a été mon premier entraîneur à MLS. Et 12 ans plus tard, on est ici en équipe nationale. Donc, j'ai eu une conversation qui était bref avant le camp avec lui, qui était que je suis pratiquement, oui, je suis un des plus vieux du groupe, un des vétérans du groupe. Pour ce qui est des minutes, il n'y a pas de décision encore prise par rapport à qui va obtenir le but. Toujours en train d'une période de assessment, toujours une période d'évaluation, pardon, mon anglicisme. Une période d'évaluation par rapport à son groupe, par rapport à son effectif. Donc, on verra dans les prochains jours comment ça va se dérouler. Mais mon rôle ne change pas auprès du groupe dû à mon expérience que j'ai auprès de mes coéquipiers et des nouveaux joueurs. Et comment tu peux décrire l'apprentissage que tu as eu avec ton expérience à côtoyer Milan Borjan? Un très bon gardien, un personnage quand même, un homme fort, avec tous les camps et sélections ensemble, sans faire peut-être sa biographie entre vous deux, mais comment tu pourrais résumer pour nous le leg qu'il t'a laissé ou qui vous a laissé à vous tous? Milan m'a beaucoup. Ça a appris comment gérer les matchs de saison régulière et les matchs de fenêtre internationale, comment gérer la charge de travail, surtout dans les premières années dont j'étais avec lui. Et dans les dernières années, ça a été vraiment son rôle de mentor qu'il avait auprès de notre équipe, prendre des notes à gauche, à droite. Tout gardien a ses personnalités, ses caractéristiques et tout. J'ai les miennes, il a les siennes. Mais il y a des moments où j'ai pris des notes à gauche à droite par rapport au mentor qu'il était au groupe, surtout en phase de qualification, où pour moi, à mon avis, c'est là où il a été le meilleur pour nous, pour notre groupe. Il t'a pas donné de l'avis sur les pantalons ou Jamais de sweatpants, guys. C'est tout ce que j'ai à dire.
C'est pas très mobile, surtout avec la boue. Hein. Euh, excuse-moi, Alexandre, excuse-moi. Ah, ça va, ça va. I guess, ouais, juste un peu un retour, une grande expérience que tu as eue avec la sélection, c'était la Gold Cup 2021. Tu as eu un peu la chance d'être le numéro un pour un tournoi au complet. Tu as eu des grands moments comme le penalty contre le Mexique. Bien sûr, la façon que ça finit, c'était un peu, sûr, c'est lourd sur le cœur, un moment comme ceci, mais qu'est-ce que tu rappelles d'un moment comme ceci et comment ça a été important pour ta carrière au club, mais surtout pour la sélection? Ouais, ça s'est bien déroulé au niveau personnel, ce tournoi-là, parce que ça a été la première fois où j'ai pouvais enchaîner des matchs, prendre mon rythme aussi, parce que un match parfois en sélection, lancé à gauche, à droite, tandis que jouer 3, 4 matchs dans 2, 3 semaines avec un groupe, la dynamique, elle change parfois. Et ça m'a vraiment fait du bien. Mais de l'autre côté, ça a été une opportunité pour moi aussi de dire que oui, à l'époque, Milan était premier gardien, mais que oui, je peux porter le chapeau à la fois pour la sélection, pour le pays, et que je pouvais répondre présent en fin de compte. Tu sais, depuis que tu étais en sélection, que ce soit les équipes de jeunes et maintenant avec l'équipe senior, tu as quand même vu de très loin, spectateurs, fans, équipes de jeunes, et de très près, avec l'équipe A, différentes générations de sélection masculine. Quand tu vois, quand nous on va à la liste depuis un bout, quand on les voit, en termes de qualité et de profondeur, c'est pas mal. Est-ce que toi, tu es un peu bouche bée que tu vois tout ça, parce que tu as quand même vu un peu tout, que ce soit en sélection ou de loin, mais la qualité, la profondeur des joueurs. Même si certains, tu le connaissais avec les jeunes, tu voyais peut-être Fanzi arriver, etc. Mais est-ce que tu es bouche bée à chaque fois que tu vois la sélection? Tu dis, ah, il y a la qualité quand même. Franchement, je pense qu'on a le meilleur groupe depuis probablement la meilleure génération depuis quelques années faciles parce que on a la chance, je dis la chance, mais c'est pas vraiment une chance, l'opportunité d'avoir plusieurs gars qui jouent dans les championnats européens. Chose qu'à l'époque, c'était quelque chose un peu plus rare. Quand tu as le passeport canadien, c'est un peu plus difficile, surtout à l'époque, mais que maintenant, on a des Alfonso, Tejon, Joe, Steph, Ali, on a des gars qui ouvrent des portes. Et puis, en ouvrant des portes, c'est là où on va en avoir de plus en plus. Et ça, c'est sans compter des Théo en Écosse. Là, je vais en oublier, là, mais c'est le seul. J'ai oublié, là, mais c'est ce genre de porte d'entrée là qu'on avait besoin. On avait un peu besoin de volume. Et c'est là où on en a un peu plus, on a cette opportunité-là. Donc, franchement, bravo et tant mieux. Bravo et tant mieux parce que ça va seulement ouvrir plus de portes pour les générations futures. Et c'est avec ça que plus on a du volume qui évolue dans les championnats de qualité, ben c'est évidemment que les générations vont seulement s'améliorer avec le temps. Est-ce que c'est quelque chose que Jesse Marsh a abordé, sans donner de secret de speech et de discours? Non, je pense pas. Ça n'a pas été abordé, ça n'a pas été mentionné Europe/MLS. Ça n'a pas été mentionné. Ça a vraiment été, vous êtes convoqué pour une raison. Vous êtes convoqué pour une raison, pour la raison commune de représenter le pays et pour la raison dont, avec les caractéristiques de ce groupe-là, voici notre mission, voici comment on va jouer. Et puis maintenant, c'est le temps de mettre les efforts sur le terrain. Tu as un peu mentionné ceci, genre la qualité, le niveau. Bien sûr, la meilleure façon de montrer ce niveau, c'est sur le terrain. Et puis maintenant, vous avez une grande, grande opportunité cet été avec la Copa América. C'est un peu, genre, c'est un tournoi très fameux, des grandes équipes, Argentine, Pérou, Chili, un peu un test run pour 2026. Mais bien sûr, c'est une opportunité d'aller chasser un trophée. Et juste cette expérience-là, Copa América, comment tu as d'y participer et de jouer contre des équipes de qualité dans un tournoi qui veut dire vraiment beaucoup pour des pays comme ici? Ouais, franchement, c'est une opportunité où on n'a pas vécu cette expérience-là encore, donc ça va être vraiment intéressant. Oui, on a vécu le Qatar en termes de niveau footballistique, et là, on va vivre la Copa América, mais ça va être vraiment intéressant parce que évidemment, on a un groupe qui se connaît depuis longtemps, mais avec Jesse et notre nouveau staff aussi, on a un système maintenant en place que
ça peut prendre peut-être un peu de temps, mais qu'il faut appliquer pour justement respecter le plan de match et en même temps aller chercher les résultats. Donc, on va, par rapport avant de sauter dans la Coupe Américaine, on a 2 matchs préparatoires, évidemment, comme vous le savez. Et donc, le groupe va mettre en place ces consignes-là, mettre en place les instructions. Et puis, évidemment, on va regarder sur le contenu, mais à la fin de la journée, le résultat est très important parce que les résultats et qu'est-ce qui nous manque à notre sélection. Ce sont les résultats contre les grandes nations. Je pense que c'est là où ça va être la prochaine étape pour notre pays. Ça va être vraiment de pouvoir aller chercher des points lorsqu'il le faut. Justement, comme tu viens de l'indiquer, au moment de l'enregistrement, les matchs contre les Pays-Bas et la France ne sont pas encore arrivés. Et justement, est-ce que tu as hâte de jouer? On espère pour toi, et il n'y a pas de scoop que tu es titulaire ou pas, mais tu as hâte de jouer contre Memphis Depay. Là, on parle de Kylian Mbappé, je pense que le joueur le plus hot sur les internets là, depuis 24 heures, 48 heures. Est-ce que tu as hâte? Et est-ce que tu as eu la chance de jouer est-ce que, par exemple, jouer contre Kylian Mbappé, est-ce que c'est le joueur le plus important ou la plus grande star contre qui tu as joué depuis le début de ta carrière? Probablement. Ouais. Et c'est des nations, les 2 prochaines nations. Je dis 2, hein, mais on peut compter l'Argentine aussi là-dedans, les 3 prochaines nations. Sans rien enlever au Pérou et le Chili, mais les Pays-Bas, la France et l'Argentine. Je peux même inclure le Pérou et le Chili là-dedans, où c'est des nations où il y a une couple de mois, on pourrait se dire, on signe où pour obtenir ces matchs-là. Donc, c'est sûr et certain que le groupe est excité et que personnellement, évidemment, c'est des opportunités incroyables de se mesurer à ce genre de calibre-là, mais aussi en disant, hey, les Canadiens, on est capable maintenant de jouer contre des nations ainsi. Et je pense que les nations le savent parce qu'à la fin de la journée, ça prend deux côtés pour organiser ces matchs-là. Donc, les gens savent qu'on a une belle sélection, une sélection qui grandit. Et puis, c'est quelque chose de positif et d'encourageant. Mais pour revenir un peu plus à l'orientation de la question, oui, c'est clairement le meilleur niveau personnellement qu'on va avoir depuis ma carrière. Là, oui. Est-ce que tu te pinces un peu quand tu dis, je suis en train d'analyser les courses de Kylian Mbappé, de Memphis Depay, où est-ce qu'ils tirent leur penalty? Est-ce que tu dis, est-ce que inconsciemment tu dis, waouh, c'est pas mal, ou tu dis, j'ai une job là, c'est un joueur comme les autres, c'est un joueur, il va marquer, il va tirer, moi je dois l'analyser. Ouais, je pense que, évidemment, on fait toujours notre travail. C'est sûr et certain. C'est pas à cause que c'est Mbappé ou c'est Houston le mercredi. Non, il faut faire le travail pareil. Évidemment, on connaît déjà les joueurs, les tendances, etc. depuis quelques années, mais je pense que c'est quelque chose d'excitant, franchement. C'est quelque chose d'excitant, puis c'est une super belle opportunité pour nous de se mesurer contre ces nations-là. Un peu juste pour terminer, on va finir avec une petite question un peu tough, mais bien sûr, Maxime, tu viens d'arriver à Portland, il y a un grand projet là-bas, un club avec beaucoup d'histoire en MLS, c'est un gros projet pour toi, Phil Neville et tous les Canadiens. Mais c'est vraiment un côté genre focusé sur ce projet-là, essayer de chercher des trophées, ou étant vu qu'avec la sélection, comme tu as mentionné, il y a plein de joueurs en Europe, est-ce qu'il y a quand même ce côté-là où tu penses peut-être pousser, ou c'est vraiment juste focusé sur ce qu'il y a sur le moment et voir de là? Ah non, le foot, je m'attendais à une question plus difficile. C'est vrai, j'ai grandi à Montréal. Là. Une fois que tu sors de Montréal avec les médias, t'as pas de problème. Tu peux aller n'importe où. Mais franchement, moi, je me suis jamais limité à une place dans ma carrière. Je me suis jamais mis de limite. J'ai 30 ans maintenant et j'arrive dans un bel âge pour un gardien de but où physiquement tu te sens bien, mais côté mental et un petit sac à dos d'expérience aussi,
où tu sais où travailler encore, tu sais tes lacunes, tu sais tes points forts, donc tu peux jouer sur tes points forts et toujours travailler sur tes lacunes, oui. Mais je me suis jamais mis de limites. Donc, et oui, j'ai un projet sportif. J'ai signé un contrat de 3 ans à Portland. On est encore très tôt dans ce projet-là. Et puis, moi, mon objectif à chaque fois que je suis sur le terrain, c'est pour gagner un trophée à la fin de la journée. Je pense réellement qu'on a un super potentiel à Portland. Il faut juste, tout simplement faire très attention aux détails dans les moments critiques des matchs pour être dans la position dans laquelle on veut. Avec un groupe qui se connaît, mais qui a beaucoup de nouveaux visages qui doivent se gluer ensemble, qui doivent vraiment se coller ensemble. Et donc, pour moi, comme je le dis, j'ai pas de limite. S'il y a une opportunité qui se présente, évidemment, le rêve, c'est d'entendre l'hymne de la Ligue des Champions. Du soir, c'est ça le but, tu vois. Mais pour moi, je me concentre vraiment année par année. S'il y a une opportunité, il y a une opportunité. Mais mon objectif, c'est d'être la meilleure version de moi-même, la meilleure version de gardien de but. Quand on voit Max, ben, c'est la meilleure version. Puis c'est comme ça que je travaille depuis des années. C'est certain que cet été, il va y avoir des clubs de partout qui vont suivre le Canada et surtout des partisans ici à la maison. On a hâte de voir les performances qui s'en viennent des grands matchs. Ça va être un super mois. Maxime, merci beaucoup d'être venu sur le bouclier canadien, un des premiers invités. C'était un plaisir. Merci de l'invitation et prenez soin de vous. Merci toi aussi, bon match. Superbe conversation avec Maxime Crépeau. Très bonne personnalité, on l'a vu, très mesuré, calme. Il était pas. J'aime son professionnalisme. Oui, c'est Mbappé, oui, c'est les Pays-Bas. Pour lui, c'était juste head down, on fait le boulot, on a un job à faire, mais ça voit la maturité. J'aime même qu'il est trop humble. Parce que tu avais dit un des meilleurs MLS. Pourquoi pas un des meilleurs de la CONCACAF? Pourquoi pas? Pourquoi pas, Maxime? C'est incroyable que Sofiane dit ça aujourd'hui parce que nous, on a commencé ensemble sur un autre podcast et Maxime Crépeau, c'était un sujet de conversation il y a de ça, hein, facile 5 ans. Hein? Oui, Max Crépeau, ça a été un débat tellement là, fort parce qu'à l'époque, il y avait Bush qui était numéro 1 à Montréal. Ouais. Maxime, il a été un des premiers qui a été prêté. Cette saga-là de jouer à Ottawa, échanger pour absolument rien. Quand on voit Max Crépeau en rouge, mais pas en rouge parce que le gardien n'est pas en rouge, là, mais quand on voit Max Crépeau dans l'équipe des Rouges, ça fait un petit quelque chose ici. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Max Crépeau, contrairement à Ismaël Koné, Max Crépeau, c'est un produit de l'Académie de Montréal. C'est un des... Oui, Koné, c'est un produit du foot local québécois parce qu'il est passé par Saint-Laurent. C'était une légende du foot local, mais ce n'est pas un produit de l'Académie. Crépeau, c'est un des premiers avec Chouanière qui est sorti de là, avec Jackson Hamel. Mais Crépeau, c'est comme un OG de l'Académie, puis qu'on le voit comme ça devant Kylian Mbappé, ne se jette pas. Oh, j'étais prêt à acheter son jersey après ça. Là. Non, j'avoue, c'est un très bon point. C'est vrai. Wow, on vient de loin parce que dans l'entrevue, j'avais mentionné ses débuts au FC Montréal. Ça date de loin, là. Ouais. C'est de Robillard au Matmouth Atlantique, là. Et là, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Voilà. Puis... Non, mais c'est fascinant. Ça nous vieillit un peu, là. Mais tout va vite dans le foot. Hein? Bombito, ouais. J'ai vu une story de son ancien coach à Saint-Laurent, François, son nom de famille, je ne me souviens plus, était invité à Bordeaux pour suivre le match de Canada Soccer contre la France. Et Bombito était arrivé à Saint-Laurent comme attaquant. Ouais. Et c'est coach François qui a dit « Hey, il y a peut-être quelque chose à faire avec toi comme défenseur central. » Puis en moins de 5 ans, là, c'est même 5 ans, je ne sais même pas si c'est 4 ans, là, boum, il se retrouve comme ça en défense centrale contre la meilleure équipe, au moins européenne. C'est quelque chose. Là. Des fois, on n'a pas vraiment conscience de l'évolution hyper rapide de cette sélection canadienne. Ah, mais c'est fascinant. Pourquoi, je ne peux pas retaper l'entrevue en entier, mais quand on avait posé la question à Maxime, comment est-ce que tu vois la sélection? Parce que lui, il était fan de la sélection, ensuite dans l'équipe de jeunes, elle a évolué. Là. Tiens, on est passé de joueurs, de bons joueurs qui n'est pas dans les top clubs, ou etc., les États-Unis, Riedno, etc.,
à genre des top players, beaucoup formés au États-Unis. Canada et en MLS pour pouvoir jouer dans des clubs Ligue des Champions, Europa League, champion de Ligue 1, vice-champion, champion de Suède. C'est C'est fou, hein. un gros changement. Hein. Puis tu vois, C'est fou. même Piet, tu vois ça, son évolution de le gars qui est parti et qui a quitté le pays rapidement. Tu sais, c'est l'histoire des Rosario, un peu Bernier, un peu. Tu sais, Exact. je m'en vais, il n'y a pas de place pour moi, il n'y a pas d'académie. Puis il revient, puis c'est un régulier au Team Canada. Puis lui, d'avoir les joueurs, tu sais, il passe de. Tu sais, genre, respect par exemple à Jimmy Brennan et les autres, tu sais, ils ont fait leur travail, mais tu passes à Alphonso Davies, C'est tu pas les passes mêmes à conditions de Buchanan. départ, là. C'est ça. Et ce qui fait dire ce qu'ils ont fait les autres sélections canadiennes, c'est un miracle avec les moyens qu'ils avaient. Donc, c'est encore plus de Les crédit États-Unis, aux hein, anciennes générations. ça doit piquer quelque part, hein, voir Jesse March réussir avec le Canada. Bon, c'est juste un match, là, mais il faut s'enflammer. Mais quand même, là. On est excité. On est Good content. league. Voilà, on est content. Mais les Pays-Bas Ah ouais, nous ont un Messi, peu. amène Messi! Let's go! Amène Ah Messi! ouais. Mais les Pays-Bas nous ont un peu genre, OK, on se calme, Ouais. les enfants. Là, on se Dans calme. cet ordre-là, c'est parfait. Tu sais, 4-0, 0-0, c'est parfait. Ouais. L'inverse Ouais. aurait fait. Ouais, ça aurait été un goût amer. Ah ben c'est ça. Ben, comme mentionné, après notre conversation avec Maxime, ils ont eu 2 matchs, la sélection canadienne masculin. Ils ont eu un match contre les Pays-Bas à Rotterdam. C'était incroyable atmosphère, bon match, mais le résultat n'était pas super pour le Canada. Ils ont commencé bien 0-0. À la première mi-temps, on se croyait un peu, on voyait le pressing marche qu'on attendait, Red Bull Canada, tout était bien. Et puis tout d'un coup, c'était 3-0 après 13 minutes. Tout d'un coup, dans le deuxième mi-temps, c'est 4-0 après un corner, Van Dijk qui marque. C'est là, c'était un peu frustrant. Qu'est-ce qui s'est passé de cette deuxième mi-temps? Mais après, bien sûr, Canada, ils sont pris, ils sont allés, ils ont fait leur entraînement, ils ont fait aucun changement à leur alignement. C'était un peu un signe de confiance de Marsh que, look, euh, on s'est fait un peu des changements, on a pris des leçons contre le Pays-Bas, on retourne, on apprend, et boum, 0-0 contre la France. Et la chose la plus surprenante, c'était amplement mérité. Like, un match comme ceci, ça aurait pu être like, domination française, mais ils n'ont pas eu de la finition, ils n'ont pas eu l'énergie dans la boîte. Non, je pense que quand même, la France, ils ont mis un gros effort en termes de leur départ. Le seul partant vraiment qui partait, c'est Mbappé et Tchouameni. À part ça, c'était quand même une équipe type A. Et même quand tu vois un 4 en avant, c'est Griezmann, Giroud, Thuram, Dembélé, c'est quand même parmi les 4 plus forts en Europe cette saison. Sans Mbappé, c'est quand même, ça se Tout à compare fait. pas. Et puis, le fait que le Canada, ils sont allés sortis contre une équipe comme ça, c'était pas juste reste derrière, survie, tu tapes un 0-0, tu cours. Non, le Canada était là, ils avaient leur moment, c'était vraiment un bon match. Et je pense pour un peu commencer, on peut se dire avec ces 2 matchs, c'est seulement 180 minutes, mais on a vu du progrès sur Jesse Marsh et on a déjà vu une identité se former, on a vu son image sur cette équipe. Est-ce que ça serait juste de dire déjà, Milton? C'est sûr qu'on a vu un ajustement juste au niveau du pressing. Les 15 premières minutes contre les Pays-Bas ont eu de la misère parce que le Canada était dans leur force, là, l'athlétisme à son maximum, avec un niveau de surprise en face, mais il y a eu de l'ajustement des Pays-Bas. Puis dès qu'ils ont été en mesure de figurer un peu comment que le pressing canadien se faisait, ils se sont fait découper. Contre les Français, c'est pas comme s'il n'y avait pas de pressing, mais ils étaient plus prudents. C'était pas tout de suite à la perte de balle, c'était pas dès le lancement à partir du gardien. Ils attendaient un peu qu'ils viennent à eux, puis que le pressing était une fois bien structuré, puis qu'ils s'assurent aussi qu'ils étaient couverts lors du pressing. Mais ce qu'on aimait de voir, c'est une fois que le Canada prenait le ballon face à la France, il y avait une intention de jeu. Ouais. Elle n'était pas parfaite. Les automatismes, les appels de balles, on les a vus. Les joueurs, souvent, ont pointé. Après une séquence qui a échoué, les joueurs se pointaient pour dire non, c'est pas tout à fait ça. Et le fait de reconduire un 11, ça aide justement à créer cet automatisme-là parce qu'il ne reste pas beaucoup. Oui, là, il va y avoir un camp. Les joueurs n'ont pas nécessairement le luxe d'accumuler des minutes contre des équipes un peu plus faciles pour arriver préparés contre l'Argentine. Jesse Marsh a voulu sauter des étapes parce qu'il n'y a pas le choix. Il a voulu tout de suite avoir l'équivalent de ce qu'il va affronter à Copa América. Parce qu'au-delà de l'Argentine,
les deux autres équipes, ça ne sera pas facile non plus. Ils vont être probablement obligés de jouer de la même façon. Peut-être Ouais. que les occasions vont être un peu plus faciles. Peut-être qu'ils vont pouvoir mettre le pied sur le ballon et jouer un peu plus. Encore là, ça reste à voir contre le Chili et le Pérou. Mais c'est vraiment, vraiment encourageant de voir une structure et voir aussi les joueurs adhérer à cette structure-là. C'est ce qui est le plus important. C'est pas nécessairement est-ce que la structure est bonne ou pas bonne. On voit que les joueurs étaient prêts à faire d'autres choses que. C'est pas parce que Erdman c'était moins bon, mais ils étaient prêts à faire autre chose rendu dans cette Ouais. évolution-là. C'était quand même, ouais, c'est ça. Je pense que c'est la chose qui m'a un peu impressionné le plus contre la France, la façon qu'ils ont un peu pris le onboarding du premier match, right? Comme tu as mentionné, surtout dans la deuxième mi-temps, la façon comment c'était Ouais. étiré, fatigue. Jesse Marsh a un peu mentionné qu'après le match, on pouvait voir peut-être ses niveaux cardio, niveau juste assimilation de ce système-là. Et on voit déjà l'ajustement contre la France. Ce qui m'a un peu impressionné, c'était contre les Pays-Bas, on voyait que c'était le premier match de sélection sous Marsh. On voyait Ouais. que c'était bon en des moments, mais c'était aussi une Ouais. équipe qui s'apprenait. Des fois, il y avait des moments où ils se regardaient comme l'épaule, comme qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a bien fait? Ouais. Ouais. Est-ce qu'on suivit les instructions? Contre la France, si tu aurais enlevé les couleurs du maillot, tu n'aurais pas cru qu'il y a une équipe qui est numéro 2 dans le monde, Il qui n'y est avait pas là cet depuis écart-là, oui. ouais, L'écart n'était pas depuis si 8 évident sur le ans, terrain. sous DJ Deschamps, qui a cette identité-là avec Deschamps et ce qu'il a amené en termes de gagnant de Coupe du Monde, finaliste des Euros. Le Canada était là, c'était organisé, leur ligne était compacte, il y avait un bon équilibre entre genre, quelque chose que j'ai remarqué, les deux attaquants et le 4 en arrière. Il y avait un petit écart, c'est ça, Marsh Ouais. lui parle beaucoup de ça dans ses tactiques. Il veut Hmm. que le terrain soit réduit. Tu veux Ouais. pas que tu étires le terrain parce que contre des équipes de qualité, c'est ce qu'ils veulent, right? C'est ça, ils veulent des 4 Oui. avec des Dembélé, des Kamavinga dans un couloir contre deux Canadiens. Ils veulent ça, mais quand c'est compact, ça rend le terrain plus difficile à étirer, plus difficile Tout à fait. à avoir ces supériorités-là. Et je pense que c'était un autre ajustement que j'ai bien aimé. Mais ouais, Sofiane, qu'est-ce que tu as un peu pris de ce match France? Un grand thème qu'on a vu, c'est parmi un des résultats le plus importants pour cette sélection. Bien sûr, c'est un amical, bien sûr, ils Ouais. n'ont même pas gagné, mais est-ce que c'est juste de dire et qu'est-ce que tu as un peu pensé de ce thème-là? Oui, chacun a son opinion par rapport à sa perspective et son vécu. Si on a tous consommé du football européen, sud-américain, les standards sont très différents pour dire un amical, c'est un amical, c'est bien. Mais je voyais quelques journalistes européens, sud-américains qui riaient, pas qui riaient un peu, qui trouvent ça rigolo que tout le monde célébrait pour un match nul dans l'amical. Mais la sélection vient de loin. Malgré une participation à la Coupe du Monde 2022 comme meilleure une nation en CONCACAF, c'est quand même un changement drastique. Est-ce que la France aurait pu faire un meilleur pressing sur le Canada pour les faire mal? Oui. Mais ils ne l'ont pas fait. Le Canada en a profité. Est-ce que tout le monde va jouer comme les Pays-Bas? Est-ce que toutes les nations que le Canada va affronter vont jouer comme les Pays-Bas? Non. Le Pays-Bas est un collectif. Les Pays-Bas ont un collectif très, très fort, très huilé. C'est la passe, c'est le collectif et l'athlétisme. Là. Ils sont très techniques, là, les Pays-Bas. Là. Allez revoir les matchs de la Coupe du Monde 2022. Très, très technique. C'est le football hollandais, là, qui fait surtout le football, pressing, contre-attaque. C'est la technique qui est là. C'est Wijnaldum, il joue encore, puis c'est encore un top player dans sa section. C'est hallucinant. Donc, il faut le voir un peu comme ça. C'est un exploit relatif, mais que les gens à l'extérieur de la sélection pensent une chose, que nous on le dit en ce moment sur Bouquet Canadien, les journalistes ailleurs ou les médias ou ailleurs sur One Soccer, on peut dire ce qu'on veut, positif ou négatif, mais la sélection à l'intérieur, ils savent qu'ils ont bien travaillé. Ils savent qu'il y a une certaine évolution et que bon, on peut lui faire confiance à Jesse Marsh. Puis je disais, moi aussi, valide aussi son choix d'être venu au Canada. Parce qu'il parle d'un upgrade. Là, on a parlé d'une évolution. Il n'a jamais parlé de on recommence from scratch, on va tout effacer. Non, non. Il y a une base très solide des athlètes. Il parle tout le temps d'athlètes, puis il veut encore les augmenter de niveau au niveau athlétique. Il y a la technique, il y a le collectif. Il veut juste prendre ce potentiel, le rendre encore plus grand et plus fort pour devenir dominant pendant longtemps. Ou du moins avoir un système que n'importe quel joueur qui viendrait pourrait s'intégrer assez rapidement. Donc, c'est validation de Jesse Marsh de son choix. Je trouve que oui, ça valide mon choix que ces joueurs répondent à mon style. Rapidement, il a établi un 11 partant pour la Copa América. Je pense qu'on a pas mal le 11, disons le 10 partant. Disons le 9 partant.
On pourrait faire débat qui sont les deux postes qui sont peut-être pas nécessairement 100% mis en place ou choisis, sélectionnés, mais je pense il faut le prendre comme il vient. C'est un bon match, un excellent résultat amical. Tu prends les leçons tactiques, tu mets ça dans l'iPad, tu analyses ça avec le Lens Video, puis tu essaies de t'améliorer pour t'adapter à l'Argentine, puis au Pérou, puis au Chili. Moi, ce Parce que que j'ai hâte de là, voir, c'est que le courage qu'ils ont au niveau de la structure, ils sont passés quand même d'une petite leçon face aux Pays-Bas à démontrer qu'ils ont un courage d'affronter encore une autre sélection encore meilleure que les Pays-Bas et d'affronter défensivement cette équipe-là de façon courageuse. Moi, je veux voir encore cette prise de risque-là maintenant au niveau offensif. Tentez des choses. Si vous êtes capable de défendre aussi bien, votre force en plus n'est même pas la défensive, contrairement à toute l'histoire de la sélection canadienne. Votre force est dans la créativité. ouais. Oui, ils sont très athlétiques, mais ce niveau d'athlétisme combiné avec la créativité est capable de faire mal à certaines équipes qui ne sont pas prêtes et qui sont encore surpris de voir le Canada à ce niveau-là. Parce que, tu sais, oui, là, ils sont habitués de voir des vises, mais je suis sûr que quand ils voient des vises en rouge, au lieu de les voir en blanc, mettons, il y a quand même un petit snobisme. Les gars qui sont là en place, ils ont cette expérience-là au niveau club pour le refaire, faire un copy-paste en sélection et de tenter des choses. Pas nécessairement de faire des trucs individuels. Je ne veux pas voir des vies surjouer, mais je veux voir cette créativité-là, cette prise de risque-là collective pour tenter des choses, pour dire, OK, maintenant, on ne vous a pas juste défendu, on est capable de vous planter un but de façon collective. Ouais, c'est ça. J'aime bien que tu passes à ça, Nilton, parce que je pense que c'est une bonne discussion à entamer peut-être avant qu'on passe à certains joueurs individuels qui se sont démontrés, certains à tout avoir pour la Copa América. Mais c'est surtout ça, comme mentionné avant. Je pense une partie de cet exploit, c'est le fait que Jesse Marsh, c'est seulement son deuxième match et déjà il a une performance, je pense, un terme qu'on utilise en anglais, statement performance, genre quelque chose que tu peux regarder, genre ça c'est le moment déclic, le fait qu'ils sont allés contre une équipe de tel pareil, puis ils ont un résultat que, bien sûr, ce résultat veut rien dire s'ils l'utilisent pas comme un déclencheur, s'ils l'utilisent pas pour accélérer, mais je pense que ça aide beaucoup en termes des joueurs de regarder. Le buy-in, une semaine, boum, vous avez eu un résultat contre la France. Imagine si ça continue, si on garde la tête basse, on charbonne, et on continue le travail, boum, on peut avoir des résultats. Mais on a surtout vu ça sur le côté défensif. Je pense qu'on peut dire que vraiment, franchement, je serais prêt à dire que côté défensif, ils étaient excellents ce camp. Et je pense qu'il y a des joueurs, on va les souligner après, mais je pense que ça, c'est un bon point à continuer de toi, Nilton. L'attaque. Comme mentionné, c'est ça un point fort de l'équipe. Et je pense genre juste quelque chose like ce camp, je pense peut-être plus sur le côté like améliorer, côté plus négatif, c'était l'attaque. Ils ont quand même pas marqué de but. Pas seulement ça, ils n'ont pas eu des chances, right? Au moins un match contre la Belgique, ils n'ont pas marqué, mais c'était 20 tirs, 2.5 XG, c'était l'attaque, au moins ils frappaient à la porte. Ces deux matchs-là, ils n'ont pas eu vraiment les opportunités. Et là, quand tu as Jonathan David sur le terrain, tu as Kyle Larin, des gens qui ont marqué des buts, tu as Tajon Buchanan pour la sélection, il joue sur l'aile, il peut amener cette force-là. Liam Miller, on a vu ses qualités en moment, mais on a surtout son effort séquence est venu sur le côté défensif. Bien sûr, il va avoir du temps, right? Les automatismes défensifs, généralement, c'est plus vite à implémenter. Tout à fait. Tu vois plusieurs coachs, quand ils arrivent, ils mettent de la structure, après l'attaque vient. C'est normal de voir ceci de Marsh. Mais en même temps, le fait que Marsh est allé avec un groupe si familier en attaque et ils n'ont pas pu produire, est-ce que ça montre, I guess pour toi, Nilton, je vais lancer parce que tu as un peu amené le point. Qu'est-ce que tu as pensé de l'attaque, premièrement? Et deuxièmement, c'est un peu de ma part, est-ce que c'est juste de dire que cette attaque a peut-être besoin d'un petit jolt, un petit choc pour se retrouver? Parce que je pense quand même il y a un assez grand résumé de matchs contre des grandes sélections où, par exemple, Jonathan David n'a pas encore marqué contre une équipe top 25, pas en CONCACAF.
Il n'a pas encore eu ce but-là. Il a eu des grands buts en CONCACAF, mais il n'a J'ai pas eu ce tellement envie de parler moment-là. de David, mais vas-y, Nilton. J'ai tellement de choses à dire. Non, Est-ce que vas-y. Sofiane, vas-y, Non, parce que Sofiane, regarde, C'est chaud, là. Go, non, go, parce go. que Je vais aller chercher mon popcorn. Go. parce que je veux pas que ça nuit une chance à peut-être avoir Jonathan David sur le Canadien, mais premièrement, Jonathan David, excellent attaquant. J'ai été critique avec lui juste avant le début de l'ascension du Canada avec Herdman, juste avant les qualifs, là, ou durant les pré-qualifications pour ensuite arriver au Octagon Hexadecimal, je ne sais pas plus comment il s'appelle, la phase finale, excusez-moi. Et je trouvais que le Jonathan David de Lille, je ne le voyais pas assez avec le Canada. Pas nécessairement exactement la même chose, parce qu'il joue avec des meilleurs joueurs en termes de chimie, en termes d'intégration, étant une équipe de Lille qui était beaucoup plus huilée que le Canada, surtout offensivement, c'était meilleur de loin, même maintenant, en général, parce que voilà, le football club est un peu plus léché par rapport à ça. Et là, maintenant, il s'est beaucoup amélioré. C'est un joueur important, il marque des buts. Et comme tu as dit, il marque pas dans le top 25. C'est marqué contre je sais pas moi, Saint-Kitts, Honduras et British Islands. C'est cool, c'est bien, c'est important. Encore une fois, je ne l'insulte pas, mais pour dire, c'est par rapport à mon niveau d'exigence. Il a changé depuis 2019, là, depuis 2010. Là. C'est plus genre Ali Jarba ou Radzinski ou je sais pas qui. Je vois ce que David donne. Je dis, le déclic pour le Canada offensivement, c'est que genre David, on lui donne. Et puis je pense pas que c'est sa faute surtout. Je pense qu'il faut le mettre dans les conditions de pouvoir être un buteur. J'aime son côté support striker. Je fais un peu numéro 10 je recule vers le milieu de terrain, je décale pour ensuite lancer le ballon vers la ligne ou vers les ailiers. Ça, je comprends. C'est partie du jeu de David, c'est partie de ce qu'on lui demande aussi à aller au Canada. Mais je trouve qu'il fait tellement d'efforts à porter le ballon, il fait tellement de choses que quand il a des chances flagrantes, on le critique. On la France. Pourquoi il a fait la passe à Eustachio au lieu de tirer? Pourquoi il a fait la passe à Osorio alors qu'il aurait dû tirer, quand son centre a été bloqué par, je pense, Saliba, qui allait vers Osorio en deuxième mi-temps. Il y a tellement peu de chances que le peu de chances qu'il y a, on se dit, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Mais je trouve que justement, il faut les mettre dans les conditions pour qu'il soit genre le buteur. Et je trouve que, je ne sais pas comment ça marche avec l'Arène. L'Arène, techniquement, c'était pas ça contre la France. Beaucoup de déchets. Mais c'est pas ça qu'on lui demande. Et je trouve que comme le bloc, ce qui m'a déçu avec la France offensivement, comme le bloc du Canada était assez haut contre une équipe qui était numéro 2 mondial ou top mondial, comme la France, j'étais étonné qu'il n'y ait pas plus d'occasions de marquer franches. La seule dont je me rappelle, c'est son tir bloqué là, de David juste dans la surface. Donc moi, c'est pour résumer mon rant là, que je pense qu'il ne sert à rien au fond. C'est pour dire que j'entends David, je m'attends à plus de lui, mais ce n'est pas nécessairement à cause de lui. Je pense qu'il faut que la sélection se positionne tactiquement pour dire je veux que tu marques. Il faut qu'il marque. Il faut qu'il soit dans la position de marquer. Excuse-moi, Alex. Non, je suis un peu juste pour demander dans ce cas-là, parce que j'ai un peu des pensées similaires. Est-ce que c'est juste de dire que l'attaque, comment elle est structurée, semble être plus axée vers les points forts de Kyle Larin et moins les points forts de Jonathan David? Est-ce que ça serait juste de dire pour ce moment? Je pense que oui, mais c'est pas comme si Larin domine. Il a dominé en qualification. À la Coupe du Monde, il était très intéressant. Mais c'est juste que c'est plus genre. Larin est en mode, j'ai l'impression qu'il est en mode support. Je suis un peu le pivot, je supporte l'attaque. Mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour concrétiser, genre refaire ce qu'ils ont fait durant 2020, 2021, 2022. Donc je pense que le temps manque. La coupe, leur camp commence dans 3-4 jours. Même pas. On va savoir qu'ils sont sélectionnés dans quelques jours, dans pas longtemps. Demain, je pense. Demain, cette semaine, au moment de l'enregistrement. Donc, moi, je trouvais que les gens avaient des attentes énormes au Qatar 2022 et je peux les comprendre. Moi, je voulais un peu diminuer cette attente-là. Là, mon niveau d'exigence. Quart de finale. Et là, mon niveau d'exigence pour l'attaque et Jonathan David est beaucoup plus grand. Et c'est un effet cascade, Alexandre. Si tu me laisses parler encore 20 minutes, je vais parler de Alphonso Davies joue où on peut passer par tout ça. Parce que c'est un effet cascade. Est-ce qu'on joue un milieu à 2 ou à 3? Pour moi, c'est ça la clé. C'est le milieu de terrain, c'est la formation. Exactement. Parce que ce que Jonathan David fait, c'est parce que, malheureusement,
au milieu de terrain, il n'y a pas cette magie-là. Combien de fois dans un match, tu vois que le ballon est dans le pied d'Eustachio ou de Koné, puis là, tu fais « Oh non, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas essayé telle passe à la place? » Il y a Ouais, beaucoup de possession de balle hyper sécurisée, mais il n'y a ouais, pas la passe, tu sais, la passe qui tue. Il n'y a pas cette passe qui tue-là qui pourrait bénéficier Jonathan David. Là, Jonathan David se retrouve à délaisser son profil qu'il occupe à Lille parce qu'il y a Larin qui peut le faire. Et lui se retrouve dans un profil que ce n'est pas nécessairement sa force à lui. Si on avait un profil d'un 10 ou d'un créatif, là, c'est sûr que Larin se dit OK, tu es là comme Joker et c'est David qui va être là pour le finir, les actions. Et ça arrive tellement pas souvent contre les équipes de top 25 que David se retrouve dans des situations où il peut scorer, que son hésitation de dire oh merde, est-ce que je suis un buteur, est-ce que je suis un créateur, cette demi-seconde-là fait en sorte qu'il ne prend pas nécessairement la bonne décision. Parce que même la passe coupée par Saliba, il fait un pas de trop. Il fait cette passe-là avant, c'est but. Osorio le met dedans. Mais il se retrouve dans une situation où il se dit ah, là, je suis un buteur. Ah oui, c'est vrai, je ne suis pas un buteur présentement, je suis un prophète. On le voit réfléchir sur le Ouais. terrain. Il a tout ce temps-là de réfléchir contre Saint-Kitts et Neville. Il peut réfléchir 4 heures avant de prendre sa décision. Mais dans des matchs comme ça paraît. Tout va vite et les prises de décision doivent être aussi très, très rapides. ouais. Puis un peu pour genre élaborer sur mon point tantôt avec Laren, ce que je veux dire par la question est-ce que l'attaque est axée sur Laren, je veux dire est-ce que l'attaque est axée genre plus sur le but est de faire Laren marquer. Je veux pas dire que c'est est-ce que c'est genre Ouais. construit Exact, autour de exact. Laren. Ça juste sans mettre que l'emphase est Laren est là, il est le top buteur, il est sur le terrain, il faut marquer. Et puis, il a eu cette chance-là contre les Pays-Bas, le fait que David a fait le petit dummy entre les jambes, connaît la passe. Laren a manqué cette chance-là, Même mais on contre la peut France. voir. Même contre la France. Ouais, c'est ça. Ils ont eu des actions où on peut voir qu'ils se fixent un peu sur Laren. Et je pense que ça mène à Ouais. un grand point. Je pense le point qui va être très curieux, que c'est tout à fait. Mais Je pense que si tu es Marsh, tu regardes ton attaque, tu dois l'axer sur David. Je pense que je comprends pourquoi, peut-être surtout au début, tu arrives, tu n'as pas eu trop la chance à travailler avec l'attaque. Tu laisses Laren, il est le top buteur de tout le temps de cette sélection-là masculin. Tu donnes la ouais. chance d'un peu le trouver, mais je pense que c'est un des genres takeaways de ce camp-là. C'est juste que je pense que David Laren, ça marche pas. Et c'est pas parce que Laren joue mal dans ce système ou que David il joue mal. Je pense David, quand même, si tu enlèves le côté but, il a bien joué ce camp-là, mais le problème est, David n'est pas là à travailler, être box-to-box, être le créateur. Ouais. Il est là pour buter, on le voit à Lille. Et je Mm. pense que quand même, ce que je me demande aussi, et c'est quand même une question curieuse, je pense que c'est pas nécessairement question de David jouer le 10. Je pense que c'est question de David jouer le 10 avec Laren, parce que Laren Mm. et David, ils ont un profil similaire. Des fois, on se trouve on voit la taille de Laren, son physique, et on se croit plus qu'il est un 9. Il est moins 9, il est 9,5. Il a ce profil-là où ses meilleures saisons, comme à Besiktas, c'était comme ailier gauche. C'est vraiment la meilleure saison il a eu comme 9, c'était à Valladolid. Et ça, c'était là où il a vraiment pris une avance dans son jeu de 9. Ouais. Avant, il est 9,5 à Waregem, à Besiktas, à tous ces passés-là, il n'était pas un 9-9. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on oublie dans cette discussion-là, c'est que Laren aussi, avec son style, il retrouve dans des opportunités où David, en tant que deuxième attaquant, il peut se positionner. Il ne faut pas oublier que David a eu beaucoup de succès dans un partenariat similaire à Lille quand c'était Yilmaz. Mais Yilmaz, lui, c'était un vrai neuf. Lui, c'était quelqu'un qui se trouvait dans la boîte, il se pointait, c'était vraiment traditionnel. Et c'est quelque chose de curieux de voir parce que je pense, on parle de 10, je suis d'accord. Je pense dans un système idéal, tu mets David en 9 et tu as un 10. Mais la question est, c'est qui? Il n'y a pas On en a vraiment ce deux. profil. On, Ben, on- on en a deux. il y a ce On en a deux. profil-là, mais il y a comme Jonathan. Entre Eustachio et Koné, ils sont là les 10. Ensemble, c'est un 10. Les deux ensemble, c'est un 10. Et c'est pourquoi la formation de Jesse Mars, elle me dérange parce qu'il est meilleur que moi. C'est un coach, je ne suis pas un coach. Mais moi, idéalement, juste pour avoir les deux Koné et Eustachio comme offensif,
le 4-3-3 serait idéal. Ou le 3-4-3, Mais ça n'arrivera 4 pas parce qu'il n'a pas essayé. Non, il n'a pas Ouais, essayé, mais tu mets. En fait, le seul milieu défensif qui existe en ce moment, c'est Piet, je pense. C'est le seul milieu défensif dans, pur. dans cette équipe, genre, sinon il y a Liam Fraser, il y a Loturi, Liam- mais ils ne sont pas dans la sélection. C'est ça. Ouais. Donc, tu sais, je pense pas que je verrai Piet titulaire avec Jesse Myers pour mettre Koné et Eustáquio devant lui. Et après, tu peux te positionner Alphonso Davies sur le côté gauche comme tu veux. Dans le 4, dans le 3 du milieu ou le 3 du haut. Le 3 de la défense ou le 3 du haut. Et après, tu peux jouer avec David, lui donner la chance d'être un peu plus libre, sachant qu'il n'est pas jouer aussi plus bas, sachant que Koné Eustáquio, ou un des deux peuvent jouer un peu plus haut. Ou peut-être aller chercher les David un peu plus haut. Mais ça, je explique. Je rentre dans le Football Manager 2024, là, j'exagère un peu avec ce que je dis. C'est par rapport à mes ambitions, mais le déclic est là. Mais le positif offensif de ce match-là, je pense que j'ai remarqué, c'était là en première mi-temps, il y avait une action côté gauche. Il y avait Alphonso Davies qui a combiné avec Liam Fraser. Puis Fondy est rentré. Liam Fraser, mon Dieu. Liam Miller, Fondy et. Ils ont fait un triangle à 2. Le troisième, je pense, c'était Eustáquio. Il rentre dans la boîte, Alphonso Davies, puis fait un centre en retrait vers le point de pénalty. Il n'y a personne qui est là. Eustáquio n'a pas suivi le jeu. C'est pas grave. Personne n'a suivi le jeu. C'est pas grave. Mais j'ai vu qu'offensivement, je vois des libertés, par exemple, de Alphonso Davies qui étaient intéressantes. Que soudainement, il n'était plus latéral gauche. Il venait sur le côté, l'aile quasiment. Il était même entre Liam Miller et Eustáquio dans l'intervalle entre la ligne de touche et le milieu de terrain proche de la surface, réparation française. Donc il y a cette liberté offensive que quand les joueurs les prennent, ça crée des occasions. Mais cette action, je conseille de l'avoir. Je ne peux pas vous donner à quelle minute là, mais je ne suis pas sûr que c'était en première mi-temps. Et vraiment, c'était OK, je le vois, l'aspect offensif. Pour une équipe qui jouait à bloc haut, en ce moment, ils dominaient la France. Ils venaient de récupérer un ballon, je pense, puis la France était en mode défense, en défendant notre forteresse. Donc, j'essaie de voir comment répéter ce réflexe offensif. Mais si tu as le ballon, comme la France a donné un peu, trouver David tout le temps, c'est difficile. S'il il est pris par des bons défenseurs. Maintenant, l'Argentine, c'est pas aussi discipliné que la France, si vous me permettez l'expression, mais c'est pas nécessairement, c'est pas aussi, c'est pas une petite nation de la CONCACAF. Donc, c'est pourquoi je suis confus comment évaluer Jesse Myers et la sélection. Je l'évalue par rapport à le système qu'il va mettre en place, quels que soient les résultats, ou je l'évalue par rapport à j'attends 2026 pour voir, après 2 ans de travail, ce qu'il aurait fait. Donc, je fais ces débats de David, etc., mais est-ce que ça vaut la peine? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce qu'on se dit, on verra dans 2 ans ce que ça va donner? Parce qu'en ce moment, le Canada a le luxe, mais aussi la malédiction de n'avoir aucun match compétitif de qualification, parce qu'ils sont déjà à la Coupe du Monde. Encore une fois, c'est pourquoi Jesse Myers a pris la job, parce qu'il peut travailler tranquillement à mettre son système Red Bull, sans pression, sans aucun problème. Tous les clubs MLS canadiens le supportent. On se dit c'est parfait. En amont, désolé pour les 3 débats dans mon discours, mais c'est juste que ça prouve que jamais eu un débat comme ça sur le Canada aussi positif. Je trouve que ça fait longtemps qu'on a Penses-tu, Sofiane, que si Jesse Myers avait le luxe d'avoir un vrai numéro 10 un peu à l'ancienne, là, ouais. Est-ce que sa formation serait différente? Au lieu d'être en 4-4-2, il jouerait vraiment en... S'il gagne la 4-4-2, il peut faire le losange. Mais là, tu risques beaucoup, là. Le triangle en diamant en losange. Là, c'est un Non, mais risque, tout simplement, est-ce qu'il rajouterait, au lieu d'avoir 2 attaquants, est-ce que Jesse Myers, s'il y avait un vrai numéro 10, il tomberait à un attaquant? Ouais, il ferait un 4-4-2, 4-1-1. Si c'est un 10 buteur qui peut aussi marquer des buts, tu le mets là où tu veux. Si c'est un 10 relayeur, tu fais la liaison. Mais c'est aussi l'équilibre défensif, est-ce qu'il est là? Dépend du joueur. C'est ça. C'est aussi un peu que je trouve dans cette discussion-là, et c'est un peu là, surtout côté attaque. Marsh est quand même assez rigide dans son système. Ça va être 4-2-2-2 en défense. Je pense qu'il a montré à Leeds quand il a joué avec un 10 qui a de l'espace pour un 10. Ce 10-là va juste presser comme un 9, mais ils vont jouer comme un 10 en possession. Ouais. Il y a l'espace pour ça. Mais c'est ça où c'est un peu difficile de voir comment ils vont trouver ce joueur-là, parce que je pense que tu as mentionné Koné Eustáquio, il peut le faire, c'est sûr. Mais Koné, par exemple, la façon qu'il a grandi dans son jeu défensif, et il a montré ce camp-là, ça va être difficile de le bouger de 6, parce que je pense que tu peux le jouer en 10, mais tout d'un coup, ce que tu as vu de Koné, il peut amener
maintenant le profil d'un Piet ou un autre milieu défensif. En même temps, il menait le jeu contre la France, il jouait des passes progressives, il a eu quelques passes clés, etc. Tu as Eustáquio aussi qui amène un profil similaire. Tout d'un coup, est-ce que tu vas bouger ça? Est-ce que tu vas perdre un peu cet équilibre dans le milieu? Parce que pour Marsh, les pivots sont très, très importants. Il ne va pas ajuster ceci. Alors, ça vient à la question à l'avant. Est-ce que tu as ce 10-là? Est-ce que pour toi, est-ce qu'un Osorio, est-ce qu'un Roylet, Chouanière, maintenant, même lui, il est plus un profil d'un 8. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, je pense même, si c'est Marsh, ça même vaut mieux de peut-être voir un Ugbo ou un Bear, parce qu'au moins, tu mets un 9 traditionnel et peut-être tu vois si ça va aider David. C'est ce qui reste de... Moi, ça ne dérange pas que David ne marque pas autant qu'on voudrait, parce qu'il marque déjà pas mal. Là. Si c'est pour donner des passes à Blair ou à autre. Si c'est lui le assist king, le roi des passes décisives, il n'y a pas de problème. Il a fait, je pense qu'en qualification Coupe du Monde, il avait genre 5, il était parmi les top. Oui, exactement. Exactement. Mais voilà. Mais la seule autre alternative, puis on ne l'a pas vu, puis faute de temps, c'est dommage, c'est d'utiliser Koné Eustáquio comme 2-10 en étant appuyé par un troisième milieu défensif. On aurait eu l'occasion parfaite de voir ça pendant ces 2 matchs-là, mais on n'a pas vu un triangle au milieu du terrain. C'est l'autre option, mais à moins qu'on trouve quelqu'un quelque part bien caché avec un passeport canadien en numéro 10, le 4-4-2 qu'on a vu là, il est là pour au moins jusqu'à la fin de la Coupe América. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Et est-ce que la question que tu demandes, Alexandre, c'est au fond, est-ce qu'il y a un joueur qui a ce profil qui peut faire changer la dynamique de l'équipe sans changer la formation? C'est comme ça que je comprends ta question. Puis personne n'a ce profil-là distinct pour dire ouais, je suis prêt à m'adapter par rapport à toi. Ozil, ça n'existe presque plus. Même Alexis Sanchez, qui c'est pas un 10, mais c'est un joueur qui fait la différence un peu partout sur le terrain. Je prends des joueurs qui ne pas Messi ou Cristiano Ronaldo. Là, si je trouve des joueurs un peu plus. Il n'y a pas de Mihalovic, un sorte de faux 10. Il n'y a pas le Pulisic, il n'y a pas le Reina. C'est drôle. Tu dis ces noms-là, ça va faire rire. Mais un des seuls joueurs que j'ai vu avec ce profil-là, mais bien sûr, ça ne s'est pas peut-être accéléré au niveau qu'on aurait aimé, c'était Sean Rea. S'il aurait été je savais que tu t'en allais. Je savais, je disais, là, il s'en vient avec. Mais oui, au niveau liberté créative avec la balle, on ne sait pas ce qu'il va faire. Oui, mais c'est pas le prototype habituel au Canada. C'est rare qu'on voit. Mais d'autres sélections ont eu ce problème-là. Le Canada n'est pas unique. Hein? La France, depuis Zidane, même avec Zidane et Platini, Platini c'était le premier, mais même avec Zidane, c'est pas tout le temps rose. Mais après Zidane, c'était Nasri, Gourcuff. Pendant 2 ans, c'était le meilleur 10 du monde. Et Valbuena, qui était un 10, mais pas un 10. Mais toutes les élections, on se débat avec les milieux offensifs dans l'axe. C'est rare, c'est difficile de positionner ta sélection autour d'un 10 pur et dur, même un 10 hybride, si vous voulez. C'est un risque. C'est un risque. Même la France, ils ont des débats sur Kamavinga. Latéral gauche, ailier gauche, milieu. Mais moi, mon point, Sofiane, c'était plutôt est-ce que Jesse Marsh, après la Coupe América, pourrait dire OK, il me faut de la créativité, il me faut un magicien. Qui peut devenir Canadien pour être ce magicien-là? Qui est un grand-parent canadien? Let's go. C'est pas unique à notre sélection canadienne. Non. C'est arrivé dans plusieurs sélections, les plus grandes aussi, où ils comblent leurs besoins avec une espèce de jeu de passeport. Là. Mais même France, tu mentionnes, juste parce qu'on l'a vu, Griezmann, il a marqué 25 buts cette saison pour Atlético. C'était une des meilleures saisons. Il joue un 9 là-bas. Qu'est-ce qu'il fait pour la France? C'est un meneur du jeu, c'est un peu un 10. Peut-être c'est ça le prototype Jonathan David. Il y a eu des Très bon. Il y a eu des rumeurs où il se trouvait à Atlético. Peut-être ça serait un internship parfait. Aller apprendre Griezmann, comment être 9 au club et puis 10 à la sélection. Right? C'est pas unique, cette situation. C'est un très bon point. C'est un très bon point. Griezmann a quand même une technique hallucinante. C'est jamais tu me ferais encore un attaquant. Je le vois, genre, tu dis, c'est un milieu de terrain offensif. QI, c'est incroyable. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Mais l'Argentine, c'est pas un preview que je fais en ce moment du match Argentine-Canada, là, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait un changement de formation. Je ne serais pas étonné. Je serais pas étonné. Le score final?
Non, moi, je fais les formations, parce qu'au final, Sofiane qui sort avec bold prediction, genre Marsh, le nom, le disciple du 4-2-2, qui va changer. Il Il a va tout été, nous expliquer. Il va spoiler le match au complet. Là. Non, Le mais nouveau numéro 10, c'est. j'ai ce sentiment de la sécurité, tu sais, parce que il accepte en match amical de jouer contre des équipes qui vont avoir soit 2 milieux de terrain plus dominants que les tiens sur papier ou 3 milieux de terrain contre les 2 Canadiens. Il l'accepte pour le OK. moment. Mais est-ce qu'il va l'accepter contre l'Argentine? Que eux, c'est du 4-3-3 là pour le moment là en général ou du donc c'est plus ça. Je me pose la question, il reste quelqu'un de comment dire? Il est très têtu et dogmatique comme tous les coachs et sélectionneurs qui réussissent. On le sait, on l'a eu à Montréal. Là, à Montréal, il est parti parce qu'il avait sa façon de faire les choses, il est parti. Mais en même temps, tu sais, il est pragmatique aussi, mais comme il n'y a aucune pression de gagner la Copa América, il se dit ben, moi, je suis là pour travailler et améliorer avec mon système. Donc, peut-être il s'en fout d'essayer de bétonner ou de maximiser ses chances contre l'Argentine et le Pérou et le Chili. C'est ça. Il devrait venir au bouquet canadien, Jesse Marsh. Ben oui, Voilà. On laisse encore 2 autres semaines de Duolingo, puis après, il arrive. Il arrive. ou même, on fait un petit retour après Copa América. On va faire Ouais, le exclusif. debrief. Il Débrief va amener après. le tactical board. Il va tout montrer. Ah ouais. Avec Sofiane les va lui jetons, parler là. du 4-3-3. Ah. Ça va être un On est peu- prêt. On est prêt. Mais c'est ça. Mais bref, je voulais pas arrêter le débat avec les questions formation tactique. C'était fascinant, mais quand même, pour clôturer cette discussion sur ce camp-là, je pense que on serait peut-être, on n'est pas en position d'ignorer quelques performances individuelles, parce que surtout dans un camp comme ceci, c'était vraiment un moment de voir qui pouvait se démontrer en tant que potentiel titulaire sous Jesse Marsh. Alors, je vais lancer peut-être vite fait quelques noms pour un peu discuter de leur performance. Et je pense un des joueurs qui s'est démontré ce camp, on attendait à ça, mais pas peut-être à ce niveau-là. C'est bien sûr un autre ancien du CS Saint-Laurent. C'est vraiment l'année du CS Saint-Laurent, Moïse Bombito. Le fait qu'il arrivait à ce camp-là, 4 sélections seulement, 3 de ces sélections, c'était en milieu défensif à la Gold Cup. Ouais. C'était 45 minutes à arrière défense droite contre le Guatemala. Il vient finalement, il prend sa place, il joue les 2 matchs et franchement, il était très, très bon. Il a quand même montré son niveau. Est-ce que Moïse Bombito, est-ce que c'est vraiment le défense central que Marsh va un peu se construire ce système autour de lui? On a eu tellement de débats au niveau de la défense centrale dans les 4 dernières années, comme quoi elle était vieillissante, comme quoi on avait manqué une opportunité avec Tomori. Et là, on se retrouve avec 2 défenseurs centrales de à peu près 25 ans. Ils ont à peu près 2 ans d'écart. Ouais. Cornelius 26, Bombito 24. Ils sont jeunes. Pour des défenseurs centraux, c'est très jeune. Pour Moïse Bombito qui arrive comme ça de la MLS, cette fenêtre de la Coupe América va tellement l'aider et aider la sélection canadienne parce que rapidement, il va se retrouver une autre place ailleurs. Là. Il va sortir de la MLS et il va grandir encore plus. Ouais. Si Alistair a pris une autre dimension en jouant à Celtic, on le voit, Moïse Bombito, après la Coupe América, s'il connaît un bon tournoi, on est en train de régler un autre point d'interrogation qu'on avait. Là. La défense centrale, c'était notre gros point d'interrogation. Là, on fait un peu nos difficiles au niveau de l'attaque. Pourtant, des options à l'attaque, on a à peu près 3 joueurs pour chacun des postes à l'attaque. En défense centrale, on n'a pas ce luxe-là. Et Moïse a démontré contre une vraie équipe. À la fin du match, on n'a pas dit, personne n'a dit à la fin du match devant leur télévision, ça n'a pas été facile pour Moïse. Ça tournait. Pas du tout. Pas facile, même. C'est au contraire. Donc, moi, ce que je vois, c'est tellement rassurant pour la sélection canadienne. Puis je veux pousser encore la réflexion un peu plus loin. C'est tellement rassurant pour le développement local. Moïse, c'est un autre parcours. Tu en as parlé, c'est Saint-Laurent, c'est le Ligue 1, c'est pas une académie, c'est le NCAA, c'est le draft de la MLS. C'est Junior College, même avant NCAA, il n'a pas passé au top. C'est incroyable. Donc, tout le pattern habituel que la MLS veut
veut Ah, il faut déchirer. promouvoir. Puis, et c'est normal parce qu'on dit, bon, Ouais. les sélections américaines et canadiennes vont évoluer grâce aux académies des équipes en MLS. Exactement. Oui, mais c'est pas juste ça. Il y en a plein. Puis les autres sélections aussi, c'est pareil. Il y a combien de superstars qui n'ont pas passé par les grosses académies, là? Griezmann aussi est passé par une autre trajectoire. Quand je pense à mon exemple portugais, Pauleta aussi est passé par un autre. Oui, les grosses académies des clubs, des plus gros clubs nationaux, c'est important, mais il Oui. existe d'autres parcours. Et Moïse Mompito doit servir d'exemple. Ismaël Koné doit servir. Ces gars-là démontrent qu'au Canada, il faut continuer à développer et encourager des alternatives hors MLS parce que c'est via des clubs CPL, c'est via les équipes de Ligue 1 à travers le pays qu'à 24 ans, il a été capable malgré tout de se Ouais. trouver comme ça devant Giroud, tranquille, devant Mbappé à la fin. Et on ne s'est jamais dit, on ne s'est jamais passé la réflexion qu'il n'était Ouais. pas à sa place en défense centrale. Tout à fait. Non, je suis d'accord. J'ai rien à rajouter là. Ah, Puis ouais. bonus spécial à Cornelius. Chapeau. Oui, Ah, oui. Chapeau. je J'ai l'impression que pense j'ai l'impression que c'est le boss de la défense depuis 10 ans. I was like, OK. Très c'est fou, calme. ça. Les relances étaient magnifiques. I was like, wow. Bravo. Ouais, No les comment. C'est ça transversales, ce qui a c'était bien. impressionné, le fait Ouais. qu'ils sont jeunes, comme tu as dit, Nilton, mais aussi, ils n'ont pas joué ensemble. Like, ça a rien fait. Non! Like, c'est ça, ils ont eu l'expérience, ils ont Très joué bon contre le point. Honduras, ils ont joué contre les Ouais, mais El Salvador. Non, c'est like, premier match ensemble, allez, vas-y, défends les Pays-Bas. ah Deuxième ouais. match, vas-y, défends contre la France. Ils ont dit, OK, top, OK. on fait. Ouais. Head down, genre, c'était vraiment C'est- incroyable. On est Mais impressionné. juste pour un peu continuer, on était chanceux, vraiment, je pense, parmi les tops de ces camps-là, c'était les francophones. Fait que, on va continuer avec un autre ancien du CF Montréal, un autre ancien de Saint-Laurent, bien sûr, c'est Ismaël Koné. Je pense qu'il a eu un camp Ah. super en milieu de terrain, je l'ai mentionné tantôt. Je suis tellement impressionné comme il a grandi dans son jeu défensif. Moi, j'avais des doutes qu'il pouvait se trouver dans ce pivot-là en termes de côté défensif. Il a montré, il a su surpasser ce que j'attendais. En plus, on voit la qualité qu'il a dans le ballon. Il était incroyable contre la France. Sofiane, bien sûr, on savait que c'était un titulaire indiscutable dans cette Ouais. équipe-là, mais est-ce que c'est juste à dire qu'il peut être un vrai pilier de ce que Marsh veut faire sur le terrain, les deux côtés du ballon maintenant avec ce qu'on a vu défensivement pour Ouais, il n'a pas le choix. Il voit la qualité. Il a donné des compliments après le match. Je pense qu'il y a un excellent article de Théo Tonio sur Jean-François Théo Tonio à la presse quand il a parlé à Koné après le match. Et puis, c'était très intéressant. Jesse Marsh, il veut pousser Koné à aller de plus en plus haut. Et ce que j'aimais de Koné, c'est que quand la France lui laissait trop d'espace pour tourner et prendre le ballon, Merci. il le prenait sur 10, il le prenait pardon. sur 10, 15, 20 mètres. Là. Il les faisait payer. À un moment, il fait un pivot sur Camavinga, comme c'était un gars qui n'a pas gagné avec des champions il y a quelques semaines, qui n'est pas champion d'Espagne, puis il a juste fait OK, bye, ciao. Donc, c'est déjà cette maturité et cette confiance en combinaison, ça donne vraiment ce qu'on a vu contre la France. Ou vraiment, genre, oui, je peux défendre contre les Pays-Bas, bah défendre. Je peux jouer bloc bas, c'est parce qu'on n'avait pas le choix. Oui, je peux essayer de défendre à cause de Stakio quand la France monte, mais quand j'ai une chance, quand je vois de l'espace pour faire une passe ou pour courir et gagner du terrain, il le fait naturellement. Naturellement, puis son athlétisme, il s'est amélioré. Athlétiquement, il s'est amélioré, puis il a moins d'hésitation. Morel, il faisait la même chose, plus ou moins. Où vraiment, il tournait, il driblait un peu plus, mais il était capable de trouver l'espace et ensuite faire les 10-15 mètres avec le ballon sans faire de passe pour pouvoir ramener le bloc vers le haut. Mais là, il le fait plus vite, avec plus de puissance. Et on oublie, et je le prends pour acquis, sa technique ballon au pied. Le ballon lui colle, il n'hésite pas. Et puis, les autres équipes sont obligées de le respecter. Dans le sens, tu as l'impression qu'il fait un contrôle un peu trop appuyé, mais en fait, non. Ouais. Et parce que tu vas le chercher le ballon, il va couper le ballon, aller côté gauche, côté droit, puis continuer à un autre 5-10 mètres. Ouais, Donc, il a une maturité technique au-delà de son âge. Et je trouve que tant mieux que Jesse, moi, je veux le pousser encore plus. Puis qu'il reste à Watford 5 ans ou qu'il s'en va ailleurs dès cet été. Quel qu'il soit qui arrive, il faut qu'il joue au plus haut niveau qui est disponible pour lui. Mais il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue. Ah, il parce faut que qu'il joue. donc, si tu montes trop vite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Watford,
il n'était pas un titulaire Ouais, semaine après semaine. ouais, Il y a eu des périodes ouais, creuses là, à Watford. ouais. Donc, s'il quitte trop vite à un club où il se retrouve dans une situation où il ne joue pas, c'est pas bon Oh pour ouais, genre, c'est pas bon pour on exagère là, je vais dire non pour exagérer, mais Liverpool, Bayern de Munich, oublie ces clubs-là. Genre. Je pense que ce genre de club qui vont le regarder, qui l'ont dans la liste, là, parce Il qu'ils a ont une le liste de 50 potentiel, joueurs. mais De... il faut jouer pour toucher ce Exactement, mais il faut potentiel. jouer. Et puis Watford, c'est pas nécessairement le club le plus stable historiquement en termes de coach. Là. Ils vont battre des records Guinness, là, ou si c'est pas déjà fait, depuis 10-15 ans. Mais Il connaît moi. 5 coachs depuis qu'il est là ou quelque chose de fou. Minimum. Mais Je pense moi, à pas chaque la fois même que je vois année. Ismaël Koné, je me dis comment ça se fait qu'il s'est pas retrouvé à Bologne. Ouais, toujours. Ouais. Imagine ça. Ben, Non, imagine. Et ça te met. Honnêtement, il est impressionnant. Puis c'est juste que genre. Qui continue comme ça. Continue comme ça. Puis je pense que Eustachio Okone, j'ai l'impression qu'ils avaient mal le profil. Ils ont un peu le même profil, un peu, mais en fait, ça marche bien ensemble. Ça marche bien c'est ça. ensemble, je trouve. Kone, c'est vraiment un meneur, je trouve, déjà. Et puis Eustachio, c'est plus. C'est dans son. C'est pas. C'est dans ce côté physique. Je pense que ça se complémente bien. Que Ouais, Eustachio peut faire ses courses dans la boîte. Que Kone, c'est exact. plus ballon-pied. Il contrôle. C'est un peu le patron, right? C'est un peu Exact. ce Exact. profil-là où il contrôle le tempo. Fait que c'était Ouais. fascinant à voir. Dernier côté individuel, je vais lancer ça à Norton. Bien sûr, il faut qu'on le mentionne. Maxime Crépeau. On pensait qu'elle allait être titulaire dans le premier match. Ça nous a Ouais. surpris de voir Dane Sinclair. Je pense que c'est mérité de Sinclair. Il a quand même eu une bonne saison à ce point-ci. Je pense que c'est juste de voir les deux gardiens. J'étais juste surprise que c'était dans le premier match, mais peut-être c'était pour garder Crépeau pour le deuxième match. Mais bien sûr, on va se focuser sur Crépeau. On lui a parlé. Hey, il passe le bouclier canadien. Il a eu une performance du match. Vanessa Gilles est passé l'autre semaine. Il a eu une performance de match que si Jonathan David veut marquer 3 Un buts pour triplé. l'Argentine, on sait les lignes sont vertes Il, ici. il reste 10 jours. C'est ça, on peut faire le petit boost LBC, mais comme sérieux, Nilton, Maxime Crépeau, je pense qu'il a très, très bien performé contre la France. Est-ce que ça a un peu confirmé ce qu'on pense? Est-ce qu'il va être le gardien numéro 1 entrant en Copa América? Et qu'est-ce que tu penses de ce qu'il peut amener d'après ce que tu as vu contre la France? Maxime Crépeau donne des allures de patron. Puis son expérience MLS, faut pas non plus la sous-estimer parce que ce qu'il a vécu à LAFC, c'est immense là, comparativement à ce que Sinclair vit de son côté en MLS. C'est pas du tout la même dimension. LAFC, c'est un club avec de la grosse pression. Avoir ce genre de joueur-là, ce vétéran dans une équipe qui est jeune quand même, en sélection canadienne, c'est un méga atout. Et moi, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais je vais le redire ici. Le moment où j'ai dit, OK, c'est clair, c'est Max Crépeau qu'il nous faut dans cette sélection-là. C'est le face-à-face avec Mbappé, où tout le monde savait que Mbappé était venu pour plonger. Et lui, il a eu cette lucidité en fin de match pour dire, tu sais, c'est quand même quelque chose. Là, il se retrouve dans une situation. On voit, là, oui, c'est un match amical, mais ça reste un match important. Sortir de là avec un 0-0, c'est une montagne de différence de sortir de là avec un 1-0 en tir de penalty. Quand il a vu Mbappé devant lui, il est resté très calme, il est resté devant, il a monté sur ses genoux, il a dit non, je ne te toucherai pas. Fais le geste, moi je vais réagir. Peut-être que statistiquement, Sinclair peut porter peut-être une discussion sur est-ce qu'on va avec Sinclair parce que c'est un gardien de réflexe, il sort des arrêts assez fous. La première demi contre les Pays-Bas, il a quand même gardé le Canada à 0-0 parce qu'il a fait des arrêts incroyables. Il peut réussir des trucs, même physiquement, il est beaucoup plus grand que Crépeau, mais Crépeau a démontré, pas juste sur ce match-là, dans les dernières saisons, on avait tout le temps cette conversation en se disant « Ouais, mais là, on a Crépeau. Il faudrait peut-être éventuellement, Borjan, le laisser comme co-capitaine, co-entraîneur parce qu'il y avait une présence hyper importante dans le vestiaire. Il faudrait commencer à utiliser Crépeau. » Et là, Crépeau a passé un message clair que la Coupe América, c'est son tournoi à lui. C'est à lui maintenant de prouver que le numéro 1 lui appartient. Puis ça peut aider éventuellement beaucoup au niveau de l'expérience à cette équipe-là. Je suis d'accord. Et c'est sûr que ça peut ouvrir la même façon que Crépeau, le fait qu'il a poussé Borjan lui a aidé. Il a un peu parlé de ça, bien sûr, dans notre entrevue.
peut-être ça va le faire même chose avec Sinclair et Mm. peut-être ça va créer une compétition là où Sinclair va prendre les mêmes expériences que Crépeau a pris, de voir, OK, peut-être j'ai eu des bons arrêts contre les Pays-Bas, mais j'ai peut-être eu des moments où j'aurais pu faire ceci, cela. Je pense que ça peut aussi être un partenariat collaboratif où genre, bien sûr, Crépeau, c'est le titulaire, il fait son boulot, mais que quand même, si tu crées cette compétition-là, et c'est un peu quelque chose que je pense a manqué, Crépeau a frappé sur la porte depuis 2019. Ah Depuis ouais, ah ouais. 2019, il était là et c'était indiscutable. C'était Borjan, sauf Exact. s'il était blessé. Et je pense que ça, c'était pas le meilleur non plus. Je pense que ça a aidé Crépeau parce que le fait que tu as fait 5 ans, c'est vraiment, ça teste le mental. Et tu vois ça, like, le fait que même le premier match, il était sur le banc, ça aurait pu frapper son mental pour la France. Mais le fait Tout qu'il à était fait. juste locked in, il a dit dans l'entrevue, c'est le boulot. Just show up, do your job. Genre, il a fait. Et je pense Exactement. que ces côtés-là peuvent vraiment aider Sinclair. Mais j'aimerais quand même voir que si Sinclair, il montre qu'il a une autre chance, garde cette compétition-là, mais Mm. parce que je pense que ça va aider Crépeau. Je pense que Crépeau, il aime ça. Il aime cette idée de je veux me faire pousser et on l'a vu avec cette performance. Alors, je suis très curieux de voir comment il va réagir parce que pour lui, je pense qu'il est fait pour le Copa América. Son attitude, son grinta, je Ouais, pense qu'il va on a hâte, vraiment, on a hâte de le on va voir. voir que ça va être un bon tournoi pour lui. Mais juste pour terminer notre très longue discussion de cette sélection-là, c'était quand même un camp fascinant. On le voit avec tous ces sujets-là. Et j'espère que vous, l'auditeur, appréciez cette discussion-là. C'était superbe jusqu'à ce point-là. Mais bien sûr, on a le Copa América. On va pas trop en parler, mais on va quand même mentionner parce que ça s'en vient déjà 10 jours à vite fait. Canada-Argentine, ça va être fou. Juste maintenant, après ce camp-là, un peu les 2 points. Est-ce que le niveau d'optimisme pour le Canada à cette Copa América a amélioré après ce camp-là, de voir ce premier camp de Jesse Marsh? Et juste deuxièmement, est-ce que ça a un peu changé les attentes et quoi tu as attendre en termes de choses que tu as appris? Est-ce que tu penses que Marsh va peut-être changer sa sélection? Est-ce qu'il y a des joueurs qu'il a peut-être laissés à la maison comme un Ali Ahmed qui va voir Ouais. qui manque? Qu'est-ce que tu as un peu appris de ce camp-là qui va peut-être voir pour Copa América, pas seulement en termes d'expectation, Sofiane? Ce que je, par rapport à mes attentes et mes appréhensions, ça change rien par rapport à l'Argentine. Je suis plus positif pour le Chili et le Pérou. Dans le sens, genre, ils ont les armes pour pouvoir se battre contre ces deux sélections puis essayer de faire trouver un résultat. L'Argentine, c'est trop un facteur X pour moi. Historiquement, honnêtement, c'est leur premier match. Est-ce que Messi va être blessé? Est-ce qu'ils vont être en feu? Est-ce que, tu sais, ils vont avoir l'avantage de la foule à Atlanta? Ça, c'est sûr. Je me demande, moi, c'est l'Argentine, moi, où c'est un match d'exception. Mais je suis positif pour le Chili et le Pérou. Je dis pas que ça va être facile, mais je pense que si mentalement et physiquement ils sont disponibles puis ils sont au top, au minimum, le Canada je pense, pourra faire des résultats positifs. Je sais pas s'ils passent le groupe. Je veux pas prédire tout de suite. Si je dois prédire, je dirais oui, parce que la prochaine émission sera déjà après le premier match. Mais si je dois prédire, c'est oui. Mais je suis positif par rapport aux deux autres matchs. L'Argentine, pour moi, c'est un match un peu gala, pas gala, mais c'est un match différent. Mais un match d'ouverture de tournoi, il y a toujours quelque chose de spécial. Exactement, mais c'est pourquoi le facteur X. Énergie. Si c'était pas l'Argentine ou le Brésil, j'aurais dit, je pense, j'aurais été beaucoup plus confiant. J'aurais pu être plus tranchant. Mais là, je ne fais ni confiance à l'Argentine ni au match d'ouverture. C'est ça le truc. Ouais, et puis en termes de changement, en termes est-ce que tu as appris des choses ce camp-là que tu aimerais peut-être voir? Tu as dit 4-3-3, on va pas te laisser. Ouais, c'est ça. Je serais pas tenu de voir un 4-3-3 pour peut-être être plus compact là. Ça, c'est un peu mon football manager en moi là. Mais je trouvais que Jesse Marsh, j'étais assez vague quand il parlait de cette sélection. Il a dit, mais à la Copa América, il se peut qu'il y ait des changements, mais basé sur quoi? Je sais pas j'essaie de me souvenir si C'est la communication. si Jesse Marsh était du style bluffeur un peu avec des cartes cachées, il a pas voulu. Je sais pas je me souviens pas à Montréal s'il était comme ça. On aurait vu Pas que je sache, toute cette semaine-là, on avait l'impression que ça allait être Davies ailier gauche et puis il arrive premier match, C'est vrai. c'est arrière gauche, Ouais.
Il a fait un peu, je pense, un peu de bluffing quand même. Ouais. Mais ça serait un parce que- méga bluff. Ça serait un méga Ouais, bluff méga qui bluff. commence comme ça avec l'alignement du bouclier canadien 4-3-3, Piet devant sa défense et un seul attaquant. Ça serait tout un bluff. Là, ça serait fou, ça. Mais je me dis, comment il se base sur quoi pour prendre des nouveaux joueurs? Pour remplacer des moins performants Il n'y ou a pas beaucoup par d'infos, défaut? exact. C'est ça, c'est parce que quoi, Des genres de défauts dans l'équipe, genre c'est par quoi? C'est exemple. Larea, Osorio. C'est qui sont sur le, comment dire en anglais, on the bubble, quoi. Larea, Osorio, Piet, Chouanière. C'est on the bubble. Je dis pas qu'ils sont pas bons, mais qui sont remplaçables par des profils similaires. Zator, Zator, Hebert, Keeper, Hebert. Olowasi, Brim. Je pense quand même il y en a que Il y en a donc. je serais pas surpris si on voit quelqu'un, par exemple, je pense Ali Ahmed, c'est bien sûr le Ouais. nom à Vancouver, mais je pense aussi peut-être s'il va en un autre défenseur central, parce que quand même, il faut se rappeler qu'il y a seulement Bombito, Cornelius Miller. Après ça, bien sûr, Hebert et Zator peuvent jouer là, Ouais. mais Ouais. est-ce que De Fougerolles va aller à Copa América? Exactement. Et c'est. Mais c'est sérieusement, c'est pas Ouais. pour faire une fixette sur Montréal, mais tu t'en vas à la Coupe América. Est-ce que tu es mieux d'avoir un Waterman ou Fougerolles sur le banc? Ouais, ça dépend de est-ce que tu penses que tu as besoin de un Waterman, right? Ouais. Est-ce que c'est question de profondeur là, ou est-ce que Ou tu veux absolument donner les 3 matchs le plus rapidement possible à Luc, tu sais? Ouais, ou est-ce que cette expérience-là d'être dans le groupe Copa América, tu penses que c'est valable pour un Luc de Fougerolles avant qu'il se passe à Fulham, de voir, OK, j'étais là en Copa América? Ouais. C'est un peu cette question-là, parce que tu vois, c'est toujours avec des coachs que des fois, spot 25-26 sur une équipe, c'est pour donner un jeune une chance juste à vivre Exact. cette expérience-là. Exact. En but, est-ce que Jonathan Sirois, est-ce qu'il va reprendre la troisième place est-ce que Tom McGill va juste rester avec l'équipe? C'est ça, il y a toutes ces questions, mais est-ce que c'est des joueurs marginaux ou des postes marginaux dans le sens où il n'y a pas d'impact, à moins que tu as 4 blessures à chaque poste là? Ou est-ce que c'est par rapport, comme j'ai mentionné, les Piat, les Chouanières, les Osorio, les Larea et les autres noms que tu avais dit, Alexandre, je ne vais pas le répéter, sinon on va faire 1h50, désolé pour les auditeurs. J'ai trop parlé aujourd'hui, désolé. Et je me demande, et quoi qu'il fasse, c'est la justification derrière. Parce que là, il justifie Sinclair et Crépeau avec les performances. OK, Portland, c'était moins chaud, c'était moins en feu par rapport à Minnesota. OK, j'accepte. Et encore, tu sais, as des convictions par rapport à des gardiens. Mais en même temps, il les connaît pas. Il les connaît, mais il les connaît pas. Donc, il se dit, ben, plage blanche. Sur les autres, c'est quoi? Il se base sur quoi? La performance récente, OK. La capacité physique ou l'incapacité, est-ce qu'il est blessé ou pas, est-ce qu'il y aura une blessure? Mais après, je suis curieux. Est-ce que certains joueurs étaient là comme un dernier au revoir, ou certains joueurs étaient là pour, ben, tu fais partie de la sélection depuis un bout, tu es important, tu as une valeur, puis on va voir. Donc, je suis curieux de poser cette question si on me donne la parole. Ouais, c'est ça. C'est juste quelque chose à se mettre. Moi, ce que je pense je me demande s'il va voir des endroits. Parce que quand même, quand tu regardes cette équipe, il manquait de balance. Surtout quand il a ajouté Olowasi. Il y a Ouais. genre 13 attaquants dans Ouais. l'équipe. Ouais. Est-ce qu'il va amener tous ces attaquants à Copa América? Je pense que c'est sûr qu'il va peut-être. C'est sûr, je pense qu'un va partir. Le fait qu'ils sont 27, un doit partir Ouais. avant la Copa América. Mais ça se peut que ça soit 2 ou 3. Parce que déjà, ce que j'ai trouvé fascinant, tout sauf 4 joueurs à jouer. Bien sûr, un, c'était Tom McGill, le troisième gardien. Les 3 autres, Luc de Fougerolles, un défenseur central, Ike Ugbo, Théobert. C'est rare que ce soit des attaquants qui ne jouent pas, right? Exactement. Mais ça montre qu'il y en a tellement qu'un Olowasi a joué, un Brim a joué, tous ces joueurs à jouer en attaque, Schaffelberg, etc. Mais il avait même pas eu le temps je l'ai oublié. Il n'a pas eu le temps de mettre un Ugbo, un Berg. Ça montre déjà que je me demande s'il va laisser quelques à la maison, parce qu'il y a aussi très peu de milieu de terrain. Surtout s'il pense peut-être lancer un troisième sur le terrain. C'est là où, bien sûr, j'ai mentionné Ahmed, juste parce que je suis familier avec lui à Vancouver. Ça peut être Liam Fraser qui a récemment marqué un but. Bien sûr, peut-être il voit le potentiel dans un Nathan Saliba qui revient de blessure, qui veut peut-être amener dans le camp pour expérience. Je me demande si ça, c'est quelque chose qu'il regarde, si c'est aussi un autre défenseur central, parce que tu mentionnes, s'il y a une blessure, tout d'un coup, est-ce que tu es prêt à lancer un De Fougerolles, ou est-ce que tu veux un Waterman qui est là? Et le dernier poste, bien sûr, c'est arrière-gauche. Je pense que je suis sûr qu'il va y avoir des discussions, beaucoup de discussions avec les
Whitecaps. Est-ce que Adekubi est prêt à être là parce que vraiment il manque de profondeur à cette position-là? Ouais, Je suis puis sûr qu'il aimerait avoir l'option de mettre Davis plus haut de terrain, pas juste ouais, être en arrière ouais, gauche tous les matchs. Parce que c'est sûr ouais. contre le Pérou ou contre le Chili, il Mais, aimerait mais, avoir cet outil-là. mais quoi qu'il arrive, il y aura tout le temps le débat où est-ce que va jouer Alphonso Davies. Toujours, Ah, jusqu'à la fin de c'est- sa carrière. C'est quoi qu'il arrive, c'est ça qui va arriver. Et on va faire tout un débat par rapport à ça. Puis euh, est-ce que ça va influencer la sélection ou pas? Donc, je n'étais pas 100% d'accord avec Christian Jack quand on disait que Davis comme latéral gauche, c'est 100% correct. Là, je dis, c'est nuancé, là. Parce que latéral gauche avec le Bayern de Munich, c'est pas comme latéral gauche avec Canada. Il joue pas avec Kimmich, là, puis il joue pas avec Moussalia, puis et il joue pas avec, avec Harry Kane. Donc, c'est très différent. Donc, c'est pourquoi il y aura un débat éternel. Fonzie, où est-ce qu'il joue? Moi, C'est ça. je lâche Quand il a je lâche pas le 30 ans, morceau. il joue milieu de terrain pour Real Madrid et le numéro 8, on va dire. Est-ce qu'il devrait jouer en défense centrale pour le Canada? Ça va être le débat. On va trouver toujours quelque chose à se mettre, mais juste pour les autres Davis, j'ai bien aimé le partenariat qu'il avait avec Nia Miller, mais c'est peut-être quelque chose Ouais. qu'on va voir de plus cette Coupe América. Mais je pense sur cette note-là, c'est un bon endroit à clôturer cette discussion sur la sélection masculin qu'ils ont bien sûr eu. Le premier camp sous Jesse Marsch, on a eu une grande leçon contre les Pays-Bas, mais ils ont bien eu leur revanche avec un match nul contre la France. Maintenant, ça donne l'optimisme. Bien sûr, pour le Copa América qui s'en vient, premier match le 20 juin contre l'Argentine, et puis ensuite, ils vont enchaîner avec des matchs contre le Pérou, Chili. Ils vont espérer qu'ils puissent qualifier pour les quarts de finale. Bien sûr, on va voir si c'est le cas, mais on va le suivre de près ici sur le bouclier canadien. Mais les gars, c'est notre superbe épisode avec l'entrevue avec Maxime Crépeau. On a eu des beaux débats. Toujours un plaisir comme d'habitude pour ceci. Merci beaucoup, Alex. Puis on a déjà hâte Merci. de parler de la victoire, hein? La victoire contre l'Argentine 2-0 dans 3-0. 3-0 déjà. 3-0. Parfait. 3-1 penalty de Di Maria. Voilà. OK, c'est correct. Deal. Ah, peut-être Messi tape un but, juste parce Tapine. Un malentendu. Mais c'est ça, on va le suivre de près. Moi, c'est Alexandre Ganguerizic. Je suis là avec Sofiane Benzaza, Nilton George. C'est le bouclier canadien, épisode 5. Et on a très, très hâte pour épisode 6 du show. Mais avant ceci, bien sûr, si vous avez bien aimé le show, assurez-vous de laisser un like, un commentaire. On va tout lire. On apprécie tous les beaux mots que vous avez laissés jusqu'à ce point-ci. Ça fait un énorme plaisir de faire ce show-là. On espère continuer. Et c'est sûr qu'on va continuer avec épisode 6 dans 1 semaine et demie ou 2 semaines environ. Mais jusqu'à ceci, prenez soin de vous et à bientôt sur le bouclier canadien. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Bon foot, tout le monde. Ciao. Bon foot.